Après une très longue attente, je vais enfin traiter le sujet de votre choix, le taekwondo. Vous le savez sûrement déjà, le taekwondo est un art martial coréen, même si pour pas mal de raisons, on pourrait remettre en cause cette qualification d'art martial pour certains courants. Pour ceux d'entre vous qui ne l'ont vu que de loin, vous l'avez peut-être déjà confondu avec le karaté, ce qui est normal, et le taekwondo a d'ailleurs été longtemps surnommé le karaté volant. Anecdote plus ou moins intéressante, c'est vous qui voyez, bien qu'il soit beaucoup plus jeune que son homologue et prédécesseur japonais, le taekwondo est une discipline olympique depuis 2000, alors que le karaté, lui, ne l'est pas encore. Pour ce qui est de son aspect le plus marquant, ceux d'entre vous l'ayant déjà grossièrement pratiqué ou vu au JO auront remarqué la prédominance des coups de pied, au point qu'on limite parfois cette discipline à ses seules techniques. Comme souvent, on va commencer par regarder le nom de la discipline. Alors on peut écrire taekwondo de deux manières différentes, puisqu'il existe deux écritures différentes en Corée. En hangul, il s'écrit comme ça, et en hanja, comme ça. Pourquoi deux écritures, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement car la Corée en possède deux. Pour faire simple, à partir des environs du 6e siècle, l'alphabet utilisé en Corée est le hanja, qui se base grossièrement sur les sinogrammes chinois. Le hangul, qui se veut plus moderne et scientifique, fut créé au 15e siècle par le roi Sejong le Grand, avant d'être interdit par son successeur. Cette seconde forme d'alphabet perdurera malgré tout dans les couches populaires, ainsi qu'auprès des femmes, et ne sera réhabilitée qu'en 1894, quand les autorités japonaises, qui contrôlaient alors la péninsule, l'imposent comme alphabet officiel. Bref, pour en revenir au taekwondo, le nom de la discipline est composé de trois termes. Te, qui signifie frapper du pied ou piétiner, Kwon, qui désigne le poing ou la boxe, et Do, qui comme en japonais désigne la voie. Le taekwondo serait donc la voie de frapper avec les poings et les pieds, ce qui est une description plus ou moins juste, quoique un peu cliché. Passons maintenant au point le plus intéressant, l'histoire. On pourrait grossièrement dire qu'il y a deux histoires du taekwondo. La belle histoire d'une discipline authentiquement coréenne avec de petits ajouts étrangers, et la vraie histoire qui se fait sur le fond de guerre froide et de recherche d'identité nationale. Mais commençons par la belle histoire. Selon cette version, le plus lointain ancêtre direct du taekwondo serait le subak. Bien que l'on ne sache pas exactement d'où ils viennent, les plus anciennes traces de cette discipline remonteraient au 4e siècle, et il s'agirait en l'occurrence d'une fresque murale présente sur la tombe de l'empereur Muyong. Durant la période des Trois Royaumes, c'est-à-dire du 1er au 7e siècle, ce subak aurait été pratiqué d'abord à Goguryeo, puis à Silla, où la discipline prendra une place importante au sein de l'armée. Ce sera grâce à l'unification de la Corée en 676 par le royaume de Silla, allié à la dynastie chinoise des Tang, que la popularité du subak grimpera en flèche, et ce jusqu'au 14e siècle, avant de chuter drastiquement. Mais pour bien comprendre ça, il faut revenir dans la Corée du 13e siècle. À partir de cette période, un conflit commencera à éclater entre deux pans de la noblesse coréenne pour l'accès au pouvoir. D'une part, on trouve les lettrés de confession confucianiste, et d'autre part, les guerriers de confession bouddhiste. Il est d'ailleurs dit que le conflit aurait dû se solder par un duel de subak, ou de lutte, par les représentants des deux factions au XIVe siècle. Et devinez quoi? Le champion des intellos a éclaté celui des militaires. À partir de là, le confucianisme deviendra une norme. Si ceci permet de mettre en avant les facultés de l'esprit, les arts des lettres, de développer une meilleure administration, etc., dans la pensée confucianiste de l'époque, les activités physiques sont considérées comme médiocres et infiniment inférieures aux activités de l'esprit. Dans ce contexte, on comprend très bien que le subak, très bien jusque-là, déclina rapidement, devenant une activité du petit peuple, plus ou moins méprisée par la noblesse. Par la suite, on ne retrouvera plus vraiment de traces du subak avant le XVIIIe siècle, période à partir de laquelle son nom sera remplacé par un nom plus connu aujourd'hui, Taekyon. Et nous arrivons lentement au passage du Taekyon au Taekwondo. Mais pour ça, il faut revenir à l'occupation de la Corée par le Japon de 1910 à 1945. Alors selon cette version de l'histoire, les Japonais, pour imposer leur culture, auraient entre autres interdit le Taekyon, imposant à la place les arts martiaux japonais, et plus particulièrement le judo, le kendo, mais surtout pour ce qui nous intéresse, le karaté. Et là, on arrive à la charnière. Suite à la libération de la Corée en 1945, le général Choi Yong-hee aurait créé le taekwondo avec beaucoup de Taekyon et un petit peu de karaté. Et la belle version de l'histoire s'arrête là. Alors, dans l'ensemble, elle est plutôt vraie, sauf que, en fait, pour bien comprendre les choses, il faut revenir à la libération en 1945. Après plus de 30 ans d'occupation japonaise brutale, la libération a eu deux gros effets. D'une part, rejeter tout ce qui était japonais, et d'autre part, une recherche de ce qui faisait l'identité du peuple coréen. Pour ce qui était du Taekyon à l'époque, ce dernier n'était pas au mieux de sa forme et semble plus ou moins anecdotique. En fait, les débuts du taekwondo, et ce surtout jusqu'aux années 60-70, furent principalement une coréanisation du karaté. On change les noms des techniques, des formes, on fait quelques ajouts mineurs, mais la base reste du karaté. Et ce n'est que plus tard qu'on ajoutera un peu de taekyon pour donner le taekwondo que l'on connaît. Pour le dire plus clairement, le taekwondo c'est beaucoup de karaté et un petit peu de taekyon, et non l'inverse. On peut aussi ajouter à cela que s'il est certain que Choi Yong-hee ait bien étudié le karaté avant d'avoir aidé à l'établissement du taekwondo,
S'il dit aussi avoir pratiqué le Taekyon, cela est parfois remis en cause car on n'en trouve aucune trace. Pour ce qui est du développement du Taekwondo avant les années 70, on peut noter 3 grandes étapes. En 1955, un comité d'experts est réuni pour jeter les bases du futur Taekwondo. Pour rappel, à l'époque, la question était surtout de savoir comment coréaniser le karaté. En 1965, une nouvelle étape est franchie, puisque c'est à cette époque que le terme Taekwondo s'imposera comme nom de la discipline. Puis enfin, en 1966, l'ITF, International Taekwondo Federation, est créée avec pour but de faire la promotion du Taekwondo. Vient maintenant une autre étape particulièrement intéressante de l'histoire de la discipline, la division en 2 courants. En effet, pour ceux qui ne connaissent pas trop la discipline, le Taekwondo est divisé en 2 courants. D'une part le Taekwondo ITF, et d'autre part le Taekwondo WTF. Et comme souvent on trouve 2 histoires, 2 raisons avancées à cette division. La première de ces raisons est la guerre froide. Pour rappel, 1950-1953, c'est la guerre de Corée qui mènera à la partition du pays en 2 entités distinctes, d'une part le Nord communiste et d'autre part le Sud allié aux Américains. Et bien dans ce cadre, cherchant à faire la promotion de cette discipline au-delà des frontières, Choi Yong-hee, qui était alors en Corée du Sud où se trouvait le siège de l'ITF, c'est important pour la suite, aurait choisi en 1966 de faire une démonstration en Corée du Nord. Ceci et quelques autres actions auraient passablement irrité le gouvernement en place, qui le désapprouvera publiquement en 1971 ou 1973, le forçant à l'exil. La seconde version, qui n'est guère plus joyeuse, repose sur une opposition politique. Selon cette version, Choi Yong-hee, qui était, je le rappelle, général, aurait en 1962 refusé de soutenir le coup d'état militaire du général Park Chung-hee. Mais malheureusement pour lui, le général Park arrivera au pouvoir, imposant un régime autoritaire. Puis en 1966, en plein régime dictatorial, il aurait refusé de laisser les rênes de l'ITF aux dirigeants de la Corée du Sud pour éviter que son taekwondo ne devienne un outil de propagande. Car oui, les arts martiaux peuvent être un formidable outil de propagande et de formatage d'une société. Quoi qu'il en soit, suite à ces 2 décisions, il sera contraint à l'exil dans les années 71 ou 73. Alors il est probable que ces 2 versions de l'histoire soient vraies, et elles sont plutôt complémentaires en fait. Quoi qu'il en soit, cet exil forcé aura 3 conséquences. D'une part, le siège de l'ITF sera déplacé par Choi Yong-hee à Toronto, au Canada, pays beaucoup plus tolérant que la Corée du Sud de l'époque. La seconde conséquence est qu'à partir de là, l'ancien général pourra développer plus librement son taekwondo ITF, y compris dans les pays du bloc de l'Est. La troisième grosse conséquence est qu'en représailles, le gouvernement coréen créera en 1973 la WTF, World Taekwondo Federation, et ce pour faire opposition au taekwondo ITF et permettre de garder un certain contrôle coréen sur le taekwondo. Et c'est cette seconde version qui se tournera très vite, si ce n'était pas déjà son objectif à la base, vers un aspect plus sportif, et qui deviendra en 2000 un sport olympique. Après cette historique un peu plus longue d'habitude, mais vu la complexité du bousin, je voyais pas comment je pouvais faire autrement, passons aux grandes lignes de la discipline. Alors oui, il existe de grandes différences entre WTF et ITF, mais on va les voir juste après. Pour l'instant, on va s'attarder aux grands points communs. D'une part, pour ce qui est de ses grandes particularités, le taekwondo donne une grande importance à la souplesse. C'est une pratique martiale ayant souvent un aspect spectaculaire, notamment avec des coups de pied sautés ou relativement hauts. Mais l'un des points les plus intéressants est qu'il donne une grande importance à l'aspect éthique. Pour ce qui est de l'éventail technique, on trouve principalement des frappes effectuées surtout avec les pieds et les poings, mais aussi dans une moindre mesure avec les coudes. Alors si les frappes constituent l'essentiel de ce que nous montre la discipline, il est à noter qu'on y trouve aussi quelques projections rectangulaires. Pour ce qui est enfin des exercices, en plus de l'étude technique de base, on en trouve 3 principaux. Les formes très semblables et souvent inspirées de kata de karaté, les combats qui peuvent être plus ou moins poussés selon les courants, et enfin les exercices de casse qui se font le plus souvent sur des planches en bois. Bon, voilà pour les très grandes lignes, mais passons à la question qui devrait vous intéresser, quelle différence existe-t-il entre ITF et WTF ? Alors si la base technique reste la même, on en trouve tout de même pas mal. La première, même si elle peut paraître anecdotique, réside dans l'écriture du terme taekwondo. Alors je sais qu'en hangul et en hanja, l'écriture ne change pas selon les courants, sauf que dans notre monde, l'écriture la plus utilisée pour parler du taekwondo est notre alphabet latin, et dans ce cas on trouve souvent une différence. En effet, dans l'ITF, on parle généralement de taekwondo en 2 termes reliés par un tiret, alors qu'en WTF, on parle de taekwondo en un seul mot. Pour ce qui est de l'orientation générale de la discipline, on trouve aussi une grosse différence, puisque là où l'ITF met l'accent sur un travail à visée d'autodéfense, c'est la compétition qui est privilégiée en WTF. Une autre grande différence concerne les frappes, puisque si d'un côté les pieds et poings sont d'une égale importance en ITF, en WTF, de par le système de points et la prévalence de la compétition, ce sont les techniques de pied qui sont largement plus importantes. D'autres différences concernent les formes, puisqu'au-delà de la différence entre les formes elles-mêmes, elles ne portent pas le même nom selon le courant. En ITF, elles sont nommées Tul et en WTF, Pumse. Enfin, une dernière grosse différence concerne l'équipement en combat, car si en WTF on porte un plastron et un casque, ce n'est pas le cas en ITF.
La principale raison semble être ce qui est demandé lors des combats. En effet, en WTF, on souhaite que les combattants puissent frapper à pleine puissance, d'où l'importance de protection. A l'inverse, en ITF, on demande aux combattants de se maîtriser, d'où l'absence de protection pour responsabiliser les individus. Ainsi, de manière plus globale, si la base technique reste la même, on trouve tout de même deux taekwondo assez différents. Et si le taekwondo ITF peut facilement être qualifié d'art martial, le taekwondo WTF, lui, est beaucoup plus proche de la limite entre arts martiaux et sport de combat. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, je laisse les liens vers les sites, le Twitter, le Facebook, l'abonnement et le Tipeee si vous voulez nous soutenir. J'en profite pour remercier tous les tipeurs qui nous soutiennent, vous êtes géniaux. Je vous laisse aussi une vidéo pour aller plus loin, ainsi que le choix pour le prochain épisode entre 3 sujets, Jujutsu, Bagwazang ou une pratique martiale surprise. Quant à moi, je vous laisse et vous dis à bientôt.